retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. La formule est déjà consacrée, vous le savez si bien. Mercredi, eh ben, c'est WebPress. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 grands thèmes, si le temps le permet. Nous allons parler de la loi électorale qui a été à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Nous allons parler, bien sûr, du contrôle fiscal qui bat son plein aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et évidemment, nous allons essayer un peu de nous ouvrir au monde. Nous allons parler un peu de Charlie Hebdo. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est l'apparition d'un énième numéro après vraiment le massacre, après la perte de presque toute la rédaction de cet hebdomadaire. Ben, aujourd'hui, Charlie Hebdo est apparu avec toujours la même provocation. Et ben, les journalistes, les hommes de la plume vont essayer d'interpréter un peu cette parution de Charlie Hebdo. Et ben, aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre Kayembe de la RTGA. C'est la première fois qu'il participe à cette émission. Et ben, vous allez le découvrir. WebPress vous permet de découvrir les intelligences de notre pays. Et ben, bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame et heureux. Merci, très heureuse en tout cas d'être parmi nous. Je suis avec Luc Mikomo Kabongatre de Congo Web Télévision. Il n'est vraiment plus à présenter une grande intelligence. Il présente des émissions qui, en tout cas, vous intéressent, Perspective. Et il a maintenant une nouvelle émission sur les livres. L'actualité du livre. Voilà, on nous dit souvent que les Congolais ne lisent pas, est-ce vrai? C'est discutable. C'est discutable. Il y en a qui lisent et qui veulent vraiment lire. Mais les livres coûtent cher en RDC. Hein? Oui, ça coûte cher, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. Mais ceux qui ont l'amour de la connaissance et de la culture, ils ne lésinent sur aucun moyen pour se procurer des livres. Voilà, alors nous allons terminer par Placide Kanza. Bonjour Placide. Bonjour. Il est sur Economia. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous rendons donc à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Kayembe, Luc Mikomo et Placide, vous avez suivi l'ambiance qui a sévi, on peut pas sévi, mais l'ambiance à l'Assemblée nationale, c'était chaud, c'était vraiment particulier, cette ambiance, c'était vraiment particulier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre? La loi électorale, en fait, nous disons à la population, elle est passée. Oui, il a été déclaré recevable. Après toute la tension qui a prévalu dans l'avant-midi. On sait qu'il y a eu une tension, il y a eu des bousculades, on sait même de l'hémicycle avec des députés de l'opposition qui ont sifflé, qui ont fait du bruit, dans le sens justement d'empêcher leurs collègues de la majorité de procéder à l'examen de cette loi, ce qui jusque-là, j'accepte un exercice démocratique et parlementaire reconnu. Et avant ça, il y a eu aussi un problème de transport. Les Kinois s'en souviendront qu'ils ont difficilement accédé à leur poste de travail, du moins pour celles et ceux qui habitent la Tchangou, Lemba et on a bloqué les routes. C'est parce que vous avez l'accès à l'entrée principale du boulevard Triomphal était barricadé et donc par une escouade de on a empêché la population d'accéder au palais du peuple. Le boulevard Triomphal, oui, il n'avait pas d'accès. Je crois jusqu'à 12h30, 14h, il n'avait pas d'accès. Et donc on était obligé d'emprunter des routes secondaires, ce qui n'était pas facile et qui a favorisé et d'ailleurs un embouteillage monstre. Et par la suite, Transco en a payé les pots cassés parce que les gens s'en sont pris au bus de Transco. 6 au total, merci de compléter. Il y a eu des casses et des dégâts matériels importants. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, c'était ce projet de loi qui devrait être examiné. L'opposition estimait qu'en examinant ces projets, on accordait à la majorité présidentielle une voie de sortie, une sorte de glissement pour pouvoir prolonger, il faut le dire en des termes clairs, les mandats du chef de l'État, Joseph Kabila. Et ici, on sait que toutes les tentatives visant à réviser la Constitution jusqu'à là n'ont pas marché. On sait que les 3 projets de loi introduits au Parlement pour réviser certains articles de la Constitution n'ont pas marché. On sait qu'ils ont été retirés en toute discrétion, tout le monde en sait. Alors quand on a trouvé que de part et d'autre, ça n'a pas marché, il faut trouver une astuce qui peut passer. L'astuce qui peut passer pour l'instant, c'est réviser la loi électorale. Et là, sans le vouloir, la majorité lance un débat de fond sur justement l'opportunité ou non de réviser cette loi. Et là, on va y arriver. Oui, Luc Mukombo, la loi électorale est passée. Que contient ce loi? Est-ce qu'il y a des particularités aujourd'hui? Est-ce qu'on a ajouté quelque chose par rapport à l'ancienne loi électorale? Oui, c'est vrai. Il y a de choses nouvelles qui ont été ajoutées dans cette loi, notamment l'élection de la diaspora. C'est quand même quelque chose de positif. Il y a, entre autres, cette autorisation à la CENI de s'en référer aux résultats du recensement avant de siéger valablement pour prétendre organiser
les élections. Mais c'est là vraiment le hic, c'est le recensement là qui pose problème. C'est là que le bas blesse justement. Le confrère, à qui je présente d'ailleurs mes meilleurs voeux, ainsi qu'à vous tous, avant de poursuivre, parce que pris de court par votre question. Donc, il se pose un problème. Pourquoi doit-on insister sur l'organisation du recensement en ce moment précis? Moi, j'ai participé... On en a fait 2 fois, et les élections sont le recensement. Oui, donc moi j'ai participé... On doit le faire cette fois-ci. J'ai participé à une bonne partie de rencontres qui ont débouché sur le dialogue intercongolais de Sun City. On avait toujours demandé que la population soit recensée, que les citoyens congolais détiennent des cartes d'identité. Ça n'a jamais été fait. C'est là que l'opposition se demande pourquoi depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 12 ans, rien n'a été fait. Pourquoi veut-on insister sur le recensement maintenant seulement? Mais il faut un début à tout, Luc Mikomo. Bien sûr que oui. Comme ça aussi. Bien sûr que oui. Mais nous sommes sur un terrain politique. Il y a des intérêts divergents et il y a des schémas, des réflexions différents également. Si pendant 12 ans, on ne l'a pas fait, encore que d'après l'appréciation des techniciens, je cite ici les techniciens en matière électorale, l'AETA et la ligne élite, au plus bas mot, ces opérations-là devraient prendre 4 ans. 4 ans? Oui, au plus bas mot. Donc pour aboutir à un recensement et à un résultat probant, fiable. Alors, les autres de l'opposition, ils se disent, tiens, 4 ans, on est largement au-delà de 2016. Donc c'est ça l'astuce pour, j'emprunte l'expression à mon confrère, pour permettre et rendre possible le glissement. Alors là, ils disent non. Et bien avant, ayant par présomption découvert les intentions du pouvoir en place, ce qui a été curieux, c'est que l'alerte la plus déterminante et la plus sérieuse est venue du Katanga. Le président de la République était au Katanga le 22 décembre. Moïse est arrivé le 23. Le 23 même, il fait des déclarations repris en écho par le président de l'Assemblée provinciale, Kyungu Wakumwanza, pas question de toucher à la Constitution, pas question de toucher à la loi électorale. De son côté, Jean-Claude Mouyambo entre dans la danse, il dit exactement la même chose, alors que dans un passé récent, Moïse et Mouyambo étaient à couteau tiré, bien sûr que oui, ils ont fumé les calumets de la paix, mais on a comme l'impression que le bastion de l'opposition est en train de se déplacer en s'enracinant plus dans le Katanga. Mais le Katanga se trouve être la province d'origine du président de la République, matière à réflexion. Alors, la population le dit, le peuple exige, le pouvoir, pardon, le dit, le peuple exige le débat parlementaire et le consensus. La loi électorale, qu'on le veuille ou pas, c'est adopté. Donc, on doit maintenant débattre sur ça, Placide Kanza. Alors, pour vous, cette loi, le président de l'Assemblée nationale a été clair. On ne va pas modifier l'article 220. On ne va pas tripatouiller la Constitution. Il a bien donné les garanties par rapport à ça, qu'on n'essaie pas de donner de fausses informations à la population. Alors, pour vous, Placide Kanza, cette loi électorale a-t-elle, en tout cas, va-t-elle aujourd'hui apporter la paix, vraiment, et le consensus dont on a largement besoin? Merci madame, je crois que, par honnêteté intellectuelle, je ne suis pas juriste, mais du moins, l'élaboration d'une loi, c'est pour garantir la paix sociale, c'est pour organiser une société. Une loi ne peut pas venir énerver une société. Si le pouvoir en place sait du moins qu'il y a des tensions, il aurait fallu épargner le pays d'un chaos éventuel qui ne dit pas son nom mais qui pointe à l'horizon. Ça, il faut se le dire. Il faut se le dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de parcourir ce projet de loi, mais il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui énerve,
c'est le point où on parle du recensement. Mais le recensement doit se faire. Hein. Oui, on doit le faire. On doit le faire. Les confrères ont posé la question de l'opportunité de la révision de cette loi. Doit-on faire 3 élections sans recensement? Mais madame, l'ONIP, dites-nous clairement, l'ONIP c'est une institution vide de contenu. Quelles sont les vraies missions de l'ONIP? Parce que si on descend une fois dans les services de population dans chaque commune, vous pouvez avoir les statistiques de la densité, de la démographie. Vous pouvez les avoir. Si vous allez au programme de vaccination élargi, parce qu'ils font, oui, la stratégie porte à porte. Quand ils arrivent, ils ont le nombre d'adultes dans chaque parcelle à Kinshasa, tout comme à province. Ça peut leur servir de base de données. Si vous allez à l'Institut national de statistique, qui est à Limité. Mais madame, on ne marque pas d'endroit où on peut avoir des données statistiques fiables sur le nombre de la population congolaise. Ça, il n'y en marque pas. Mais seulement par la volonté de la majorité de pouvoir nous amener à un glissement de calendrier, parce que toutes les tentatives pour réviser la Constitution, comme les confrères l'ont relevé tout à l'heure, n'ont pas marché, et parce que la communauté internationale a braqué tous les projecteurs vers la majorité, alors ils se trouvent entre le marteau et l'enclume. Ils savent quoi faire. Mais aujourd'hui, le lundi, quand toute la ville a été paralysée, mais c'était une mauvaise stratégie du pouvoir. Pourquoi déployer tout un arsenal de policiers anti-émeutes pour barrer la route à la population mais c'est tout à fait normal qu'on garde l'ordre public. On ne refuse pas. C'est tout à fait normal. Mais la loi dit, on ne demande pas l'autorisation, on informe à l'autorité. On informe à l'autorité. Mais est-ce que la police nous dirait qu'elle était incapable de protéger ou de sécuriser la population qui est venue pacifiquement marcher? Non. Au contraire, ils ont déployé près d'1 millier de policiers anti-émeutes pour barrer la route à ces populations qui n'avaient ni armes, mais qui étaient venus accompagner les députés. C'était un moyen de pression parce que la majorité dit, nous, on révise la loi électorale. C'est leur expression démocratique. L'opposition dit, non, vous ne modifiez pas. Nous, on mobilise la population pour dire non. Vous leur interdisez de manifester. Ce n'est plus la démocratie. Mais Jean-Pierre Kayembe, l'exemple du Burkina Faso, hein, comparaison n'étant pas raison, ben, quand ça se passe chez les voisins, ben, ça nous aide à peut-être que ça ne se réfasse plus. L'exemple du Burkina Faso nous a donné peut-être la puce à l'oreille. Ben, le pouvoir ou le gouvernement a raison d'éviter ce genre de chaos. Chaos, je parce ne pense qu'on le veuille pas, madame, Blaise Compaoré est parti oui, avant la fin de son mandat. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Une manifestation comme telle, c'est une expression démocratique. On manifeste quand on n'est pas d'accord. Encore faut-il que la manifestation ou ce genre d'organisation ne trouble pas l'ordre public. Et pour ce faire, la police a le devoir de sécuriser les manifestants pour qu'il n'y ait pas de casse, pour qu'il n'y ait pas de troubles, et ça et là. On sait. On sait aussi de l'autre part que la majorité a intérêt à préserver le pouvoir, a intérêt à éviter les chaos parce que une fois les manifestants vont envahir le palais du peuple, on sait, on ne voulait pas voir ces photos de députés burkinabés qui fouillaient dans tous les sens. Ok, chacun a raison de son côté, mais je crois que la démocratie voudrait que l'on laisse ces gens s'exprimer. S'exprimer, mais encadrer justement. Encadré par la police. Et d'abord, quand il faut revenir d'abord par rapport à cette manifestation, moi je crois que c'était d'abord un échec. Un échec parce que la coalition Kamer et Fayoulou et consorts n'a pas réussi à mobiliser. Le pouvoir a donc raison de dire qu'ils ont battu l'opposition aujourd'hui. Pour l'instant, jusque-là, c'est une première bataille perdue pour l'opposition. L'opposition a raté son grand jour, son jour d'exploit. L'opposition s'est loupée. Dans un premier temps, c'est une défaite, il faut l'admettre, parce que comment voulez-vous qu'à peine 300 personnes puissent faire face à cette escouade de policiers? C'est pratiquement impossible. Il n'y a pas eu mobilisation. D'ailleurs, avant ça, la veille, il y avait une autre manifestation qui totalement n'a pas marché. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Et les policiers se retrouvent sur un terrain vide. Mais aucun manifestant. Aucun manifestant. Donc c'était d'abord une mobilisation qui a échoué. Pour revenir au recensement, madame, son opportunité ou pas, l'opposition était à la base de cette proposition. L'opposition demandait le recensement et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans un État moderne comme le nôtre, il est impensable que l'on ne soit pas en mesure de dire combien... Est-ce que le recensement, Luc, sauf vous couper la parole, oui, hein, est-ce que le recensement est lié automatiquement aux élections? Est-ce qu'on peut le faire à un autre temps, disons?
Est-ce que c'est lié automatiquement aux élections, même dans d'autres pays? Non, vous employez un terme automatiquement. Je dis que non. Parce que chez nous, nous avons fait l'expérience des élections sans recensement. Donc, pas automatiquement. Est-ce que c'est nécessaire? Que oui. Si vous voyez dans les pays d'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, nous sommes le seul pays On ne connaît pas le nombre d'habitants. où on ne connaît pas précisément le nombre d'habitants et le seul pays dépourvu des cartes d'identité. C'est une situation anormale. Ça, il faut l'admettre. Ensuite, pourquoi veut-on absolument faire ce recensement maintenant, puisque mathématiquement, le temps ne nous permet plus de le faire et de respecter les dispositions constitutionnelles. Alors que le président de la République ne cesse de répéter, et il est sérieux, Joseph Kabila, et je crois qu'il a conscience de ce qu'il dit. Les élections se tiendront conformément aux dispositions de la Constitution. Curieusement, les gens qu'il nomme marchent à l'encontre de ces directives politiques. C'est là que je me dis, tiens, il y a quand même un problème. Puisque, de manière réaliste, on l'a dit, on ne peut pas organiser le recensement aujourd'hui et tenir les élections aux dates prévues par la Constitution. C'est quasiment, mathématiquement, c'est exclu, c'est exclu. Si je peux rebondir, si vous me permettez, sur ce que dit mon confrère. Il est bien vrai que les deux premières manifestations de l'opposition n'ont pas atteint les objectifs prévus, fixés. Mais, du point de vue sociologique, je suis parvenu à lire quelques faits. Le nombre de gens qui se sont mobilisés dimanche n'était pas grand, mais la manière dont ils ont marché, ça m'a mis, comme vous avez dit tout à l'heure, la puce à l'oreille. C'est un petit groupe qui était déterminé. Et ces images-là sont passées sur plusieurs chaînes de télévision et même sur des chaînes de télévision internationales. Ce comportement-là peut faire mouche. Il peut y avoir un effet de contamination ou un effet domino dans les prochains jours, au cas où ces manifestations continueraient. Vous savez, il y a un adage africain qui dit: quand l'arbre tombe dans la forêt, ce n'est pas le même jour que le champignon va pousser. Ok. Placide Kanza, on a eu des discussions. Nous sommes des journalistes vraiment sur les réseaux sociaux. On accuse les Kinois d'être un peuple amorphe, d'un peuple qui laisse passer les occasions. Hein, j'ai discuté avec, avec des étrangers qui disent que non, après tout, les Congolais sont des peureux, les Kinois sont des peureux et tout ça. Il n'y aura plus jamais de Burkina Faso. Donc, est-ce vrai? Est-ce vraiment qu'on s'en fout de tout, nous les Congolais? On ne comprend plus rien. Madame, je respecte leur opinion, mais du moins, je rejoins le chef de l'État quand il s'adressait à l'étranger pour dire: le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Qu'il a simulé. Donc nous sommes issus. Nous sommes issus de ces personnages-là. Mais que ce discours-là ne s'adresse pas, ne se limite pas seulement à l'étranger. Rappelez-vous, en 1954, qu'est-ce qui se passait? En 1960, qu'est-ce qui se passait? Le Congolais a dit non. À 90-17, lorsqu'ils ont dit non à Mobutu, nous avons vu Mouzé arriver. Alors, le Congolais, je le dis aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel peuple. Alors, on doit arrêter de croire que le Congolais est un peuple amorphe. Seulement, il attend le temps, le moment venu. Si mon confrère dit qu'il y avait un échec de l'opposition, je le concède parce que c'est son point de vue, mais peut-être qu'il n'était pas sur le terrain. Moi, j'y ai été. Et j'ai vu et j'ai vécu ce que j'ai vu. Devant les sièges de l'UNC, ce n'était pas 300 personnes, c'était au-delà de 300 personnes. Si vous arrivez à Victoire, il y en avait plein. S'il y avait moins de personnes, pourquoi alors déployer les éléments de la police jusqu'à Victoire pour traquer des gens? Puisque Victoire était paralysée. Nous, on a été enfermés au sein de l'UNC, avec un confrère du journal Le Phare et puis la journaliste de RFI. On a tiré sur le gaz lacrymogène. Le problème est que
le pouvoir de dissuasion était disproportionné par rapport à la population qui est venue manifester démocratiquement. C'est l'expression démocratique, madame. On ne peut pas refuser à un peuple d'exprimer ses sentiments ou son mécontentement par rapport, parce que le pouvoir est là pour les sécuriser. Mais lorsque vous amenez une loi qui énerve la société, qui n'amène pas la cohésion, qui n'instaure pas la paix, mais il faut vous attendre à tout ce qui peut arriver. Alors, pour chuter, Burkina Faso, oui. Mais il ne faut pas dormir sous nos lauriers pour dire ce qui s'est fait à Burkina Faso ne se fera pas ici. Parce qu'ici, nous l'avons fait avant le Burkina Faso. Ok, Jean-Pierre Kayembe, cette loi est-elle anticonstitutionnelle? Pourquoi ça énerve, en fait, cette loi électorale? Bien, en quelque sorte... La politique est dynamique, on doit bien modifier certains paramètres, comme par exemple par rapport à la diaspora. Il faut bien que les Congolais qui sont à l'étranger puissent voter, il faut le découpage territorial, il faut bien que ça se mette en application. Mais pourquoi ça énerve? Pourquoi ça suscite autant de passion? Personnellement, je ne suis pas contre une quelconque révision de la loi. Parce que la loi doit s'adapter aux réalités. Aux réalités du moment. Aux réalités du moment, comme vous le dites. En quelque sorte, ce projet de loi de révision électorale, en fait, la loi n'énerve pas en quelque sorte l'esprit de la Constitution. Mais ce qui énerve, c'est certaines dispositions qui risquent de favoriser ces glissements dont on parlait tout à l'heure. Notamment, c'est l'article 8 qui veut que l'on ne peut organiser les élections que quand on aura fini le recensement. Mais dans un pays aux dimensions continentales comme les nôtres, 2 345 000 km², comment voulez-vous qu'on organise? Et d'ailleurs, c'est un débat entre statisticiens qui vous disent que pour qu'il y ait un recensement dans un pays comme les nôtres, pas moins de 4 ans. Mais pourquoi ne pas revenir à l'enrôlement par 2 fois? On a eu des élections dans ces pays, peu importe les conditions dans lesquelles elles se sont passées. Avec l'enrôlement, ça a marché. Avec 4-5 mois, on peut faire l'enrôlement et on a un fichier électoral. Mais qui sera toujours contesté, vous le savez. Bien, oui, mais pour l'instant, je crois que les conditions ne sont pas bonnes pour organiser les recensements. On vous dit qu'il faut réparer les failles qu'il y a eu entre 2006 et 2011. Mais dans la plupart des cas, je sais que certains dérapages qu'il y a eu étaient liés à la loi. Mais tout ce qu'il y a eu comme problème, non, ça n'a rien à voir avec la loi. Ça n'a rien à voir. On sait qu'il y avait une industrie des fraudes mise en place. On sait dans quelles conditions ces élections se sont passées. Ça n'a rien à voir avec la loi. Non. C'était un problème des personnages. En quelques mots, pour qu'on passe au deuxième thème. Au fait, moi je dis... En soi, la loi électorale, elle est bonne. En soi. Au fait, le pouvoir de réviser tout texte constitutionnel est dévolu à l'Assemblée nationale. Là, il n'y a pas de débat. Mais nous devons aller des faits purement sociologiques, politiques, aux faits ultra ou supra-politiques. Ici, le problème, ce n'est pas dans la prise de décision par l'Assemblée nationale de réviser la loi constitutionnelle, mais au-delà de cette révision, qu'est-ce qu'on vise? C'est ça le problème. Les intentions, justement. Donc, nous lisons non pas seulement les textes, mais nous lisons aussi entre les lignes. L'esprit. C'est ce qui pose problème actuellement. Nous prenons maintenant le deuxième thème. Mesdames et messieurs, c'est le contrôle fiscal. Comme vous le savez, aujourd'hui, les sanctions sont tombées au Katanga, vous le savez. On a changé presque toute la haute direction de la DGDA, si je ne me trompe pas, au Katanga. Il y a eu le contrôle fiscal aussi par rapport à l'hôpital de Panzi. Alors, voilà, on se disait que l'État ne fonctionnait pas, l'État ne sévissait pas. Eh bien, Placide Kanzo, voilà, aujourd'hui, l'État tape du poing sur la table et voilà, les sanctions commencent à tomber. Non, moi je crois que j'ai très peur à ce que ces sanctions soient une sorte de chasse aux sorcières de proche de Katumbi. Pourquoi vous arriver. Donnez des intentions là où il n'y en a pas? Non, c'est pas normal. Nous analysons, c'est une analyse froide. C'est un poste frontalier assez important, Kasumba Lessa, qui fait entrer des milliers de dollars. Il y a coulage, on le sait depuis des années. Cette fois-ci, on prend les mesures nécessaires. Je vous donne un cas de figure. Il n'y a pas 3 mois passés, je crois que c'était fin novembre, début décembre, l'honorable Jean-Lucien Boussa, président du CDR, a déposé une interpellation à l'endroit du ministre Kitebi, qui était en charge des finances, pour détournement de 73 millions de dollars. Détournés où? Au Katanga. Qui bénéficiait
à des différents services et organismes, DGDA, DGRAD, DGI, beaucoup de trucs, beaucoup d'industries minières, tout dans le même paquet. On a envoyé des gens à la télé pour diaboliser M. Boussa, alors qu'il a fait son travail parlementaire. Il a déposé. Il a dit qu'il avait suffisamment de preuves. Mais quand il avait dénoncé, pourquoi n'avions-nous pas pris la décision de suspendre, de procéder au contrôle et suspendre directement là où il y a eu... Mieux vaut tard que jamais, ça s'est fait aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis, lorsqu'on suspend le directeur provincial du Katanga, qui ne sait pas qu'il est proche de Katumbi? C'est aussi la grande question. Qui ne le sait pas? Alors lorsque aujourd'hui, quand le chef de l'État a réuni la notabilité du Katanga, il dit près de 10 milliards de dollars envoyés dans le Katanga, mais le Katanga continue à vivre. Mais c'est ça, le président a servi, il a tranché. Non, il n'a pas tranché, c'était déjà de l'injustice. Pourquoi seulement Katanga 10 milliards de dollars alors que l'Équateur croupit dans une misère indescriptible? Pourquoi? Le Katanga n'est pas une province supérieure par rapport aux autres provinces. Mais le Katanga contribue énormément dans le budget national. Madame, soyons clairs, le budget national est de combien? Pour qu'on donne au Katanga 10 milliards pendant les 10 ans de mandat de M. Kabila. Le budget national s'est élevé à combien? Faisez un calcul, c'est simple. Donc, il faut qu'on arrête de distraire la population. Depuis très longtemps, on décrit la mauvaise gouvernance. Et on appelle à la bonne gouvernance. Il faut accepter. On ne va pas parler de la révolution de la modernité sans créer la classe moyenne. Comment on va créer la classe moyenne si on continue à détourner des fonds? Oui, Luc Mikomo. Non, je voudrais embrayer là-dessus. Parce que c'est sérieux et c'est très important. Mais ce contrôle fiscal, c'est vraiment légal. On doit commencer toujours quelque part. Le contrôle fiscal rentre dans les attributions régaliennes des services fiscaux. Rien à faire. Voilà. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, concernant la révision de la loi électorale. Quelle est l'opportunité d'avoir lancé ces opérations en ce moment précis? Vous direz, mieux vaut tard que jamais. Oui, mais tenez, ça commence pas par le Katanga. Ça commence au lendemain du jour où le docteur Mukwege dit, je crois qu'il ne faut pas toucher à la révision constitutionnelle. Le lendemain, les services fiscaux sont sur lui. On bloque les comptes de l'hôpital de Panzi. Attends, il faut être naïf pour croire que, oui, c'est dans le rôle de la DGI. Et après, quel hôpital a encore été frappé? Est-ce que ces hôpitaux sont les seules institutions ou structures qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la DGI? Mais par rapport aux sanctions, vous êtes quand même assez... les sanctions sont tombées, on a sanctionné. Regardez Paulette, les animateurs de la DGI que je connais très bien, c'est des gars très intelligents. Mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence théorique et l'intelligence pratique. Mais il y a aussi une intelligence politique. Du point de vue de l'intelligence politique, il se pose un problème. On frappe Katanga. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec Moïse Katumbi. On frappe l'hôpital de Panzi. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec le docteur Mukwege. Hélas, à qui allez-vous vous faire dire le contraire? Non, j'ose croire qu'il y a eu quelque part... Mais le Premier ministre l'a dit, ils vont aller à d'autres postes frontaliers. Mais c'est déjà pas temps. Ailleurs, il faut aller à Boma, il faut aller à Batati, il faut aller ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais ils auraient dû commencer par là. Et ils auraient des raisons pour dire, mais pourquoi vous vous levez quand nous frappons Panzi, quand nous frappons Lubumbashi, parce que nous avons frappé Bandundu, nous avons frappé Bakongo, nous avons frappé... Ça manquait. Mais du point de vue logique, ils sont dans leur rôle. Mais les circonstances et les contextes n'ont pas été pris en compte dans leur action. Point barre. Jean-Pierre Kayembe, il ne faut pas prêter les intentions. Comme le dit souvent Lambert Mende, ce sont les intentions. Les Congolais, c'est les intentions. Le gouvernement est en train de faire son travail. Cette fois-ci, il agit, il frappe et il sanctionne. Non, je crois tout simplement. C'est des bonnes actions
qui tombe malheureusement au mauvais moment. Au mauvais moment, et dans les provinces dont on sait que certains animateurs se sont prononcés. Et parfois, il y a une question qui me tenaille. Tout simplement, ce n'est que ça. Est-ce que ce pays n'a de démocratie que des noms? Attendez, madame. On arrive au Bas-Congo. On va élaborer, on va instaurer le fichier, les guichets uniques et tout ce qu'il y a eu. Mais il y a toujours des fraudes massives. Qu'est-ce qu'on a fait? Et ces animateurs-là, d'abord, il faut commencer par quand on a des suspicions de fraude. Moi, je crois que dans les pays organisés, il faut qu'on ouvre une information judiciaire. On devrait commencer par le ministre sortant délégué aux finances. Tout ce qu'il y a eu, des allégations présumées de fraude et tout ça. Pourquoi n'a-t-on pas ouvert une information judiciaire pour qu'il nous dise ce qui s'est passé? Alors, on va à la DGI, DGRAD, Katanga et tout ce qu'il y a eu. Moi, je crois qu'il ne suffit pas seulement, si on veut assainir, il ne suffit pas seulement de suspendre. Mais il faut poursuivre aussi en justice. Il faut que ces gens disent comment les choses se sont passées. Mais dans tous les cas, on sait qu'il y a une dose politique qui s'ingère, qui s'intègre dans cette affaire. Mon collègue, on sait, moi je suis allé à Bukavu, j'ai visité Panzi. Je connais ce que cet homme représente. Il faut être inhumain pour poser un tel acte. Il faut être inhumain. Et puis, parce que vous parlez de Panzi, Panzi fait partie des 500 hôpitaux de référence. Ces hôpitaux qui administrent, qui offrent des soins de santé primaire. Une bonne partie du personnel de Panzi est payé par le gouvernement central. Pourquoi cet acharnement? C'est tout simplement, pour vous, ça donne une impression d'acharnement. Oui, on sait parce que du haut de la tribune du Parlement européen, quand il recevait les prix Sakharov, il s'est prononcé comme tout Congolais, normal, réfléchi. Il s'est prononcé contre une éventuelle modification de la Constitution. Mais je crois que c'est Est-ce que c'était son rôle aussi? Est-ce que c'était son rôle de C'est son rôle en tant que citoyen. C'est son rôle. Le sujet fait débat au pays, donc il doit donner de la voix. C'est son rôle en tant que citoyen. Il a le droit de se prononcer sur une question politique de son pays qui fait débat. Je crois que c'est normal. Mais si il faut partir d'une opinion politique pour asphyxier quelqu'un, et vous savez, il y a plus de 500 agents. Dans quelles conditions ses compatriotes ont passé les fêtes de Noël et de Nouvel An? Le gouvernement qui est censé approvisionner en médicaments cet hôpital, aujourd'hui, quand je suis à la Panzi, des gens qui sont soignés gratuitement, soignés de la barbarie humaine, de la guerre dont le gouvernement, jusque-là, n'est pas en mesure de mettre, à laquelle le gouvernement n'est pas en mesure de mettre fin. Et s'acharner sur un homme pareil, il faut avoir un cœur, il faut être inhumain pour le faire. Il faut réfléchir en tout cas par deux fois pour mais je poser crois que le contrôle fiscal permettra quand même, Placide Kanza, d'avoir un peu cet argent qui nous coule entre les mains quand même, parce qu'on sait qu'il y a des milliers et des milliers de dollars qui nous filent entre les doigts. Quand même, le gouvernement a essayé cette fois-ci de contrôler, de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que peut-être... Le coulage de recettes, Madame Paulette, ça ne se fait pas seulement au Katanga, même à Kinshasa, le coulage de recettes, même dans toutes les provinces. Il y a des contrats qui ne respectent pas les normes. Il y a des entreprises de sous-traitance qui volent de l'argent aux petits Congolais qui souffrent. On le paye par jour 10 $, mais il ne perçoit que 2000 francs. Les 7000 autres vont où? Tout ça, c'est des mécanismes mis en place et contrôlés. Et quand ces jeunes gens essaient de se lever et parler, non, on étouffe. Non, tout alors non, nous sommes dans un état. C'est nous qui donnons du travail à ces députés et même au président de la République, puisqu'il a été élu par la population. Il n'est pas chef de l'État par sa propre volonté. On lui a donné le suffrage et même les députés. Et lorsque la population sent ou constate que ces députés ont failli à leur mission, mais il est normal que la population se manifeste. Voilà, nous sortons maintenant, vraiment, nous allons un peu en dehors de nos frontières, mais nous allons parler de Charlie Hebdo. Géopolis Magazine a titré « Pression des extrémistes sur le monde républicain. Le monde entier a dit non au terrorisme. Je suis Charlie ». Cette phrase a fait le tour des réseaux sociaux. Même ma fille m'a demandé « mais c'est Charlie là, c'est qui ?» et tout. Donc c'était maintenant à expliquer ce qui se passe dans le monde. Je suis Charlie. Êtes-vous Charlie en fait? Pourquoi tout le monde se disait à un moment je suis Charlie? Personnellement, je suis Charlie. Je le suis encore jusqu'au moment où je vous parle. Charlie, ici, je ne vois pas les quotidiens satiriques français ou parisiens. Je vois la liberté qui est en danger. Je vois l'extrémisme qui monte d'un cran. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont sous menace
la RDC est sous menace des terroristes. C'est que les ADF font à Beni. On est pratiquement dans les 300 morts. Non, on est sous menace. Et c'est par compassion, aussi pour dire non. J'ai aimé la mobilisation spontanée qu'il y a eu dimanche. Les gens venus du monde entier pour marcher sur Paris et démontrer leur désapprobation par rapport à ces attentats de triste mémoire. On est Charlie parce que nous défendons la liberté. Et au nom de la liberté, chacun est libre de s'exprimer, de donner son point de vue. Voilà, vous mettez le point sur la liberté. Charlie Hebdo a sorti son numéro aujourd'hui. Cette liberté-là, est-ce que trop de liberté ne tue-t-elle pas la liberté? Puisqu'il est encore titré aujourd'hui sur le prophète Mahomet. Et pourtant, ça touche la sensibilité des musulmans, qu'on le veuille ou pas. Chez eux, en tout cas, c'est difficile de représenter le prophète. Pourquoi font-ils ça? C'est seulement au nom de la liberté? Luc Mikomo? Moi, je dis d'abord que je ne suis pas seulement Charlie, mais je suis béni. Je suis Goma. Moi, je suis Mike Moukibaye. Allons-y. Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les terroristes entrent dans une rédaction, ils abattent 12 journalistes, 2 invités, du coup, ça fait 14 personnes. Quand je regarde vers Beni, des terroristes, je dis bien des terroristes, entrent dans la ville de Goma, ils abattent 300 personnes. Silence radio. Silence cimetière. La faute revient à qui? Je dis, s'il vous plaît, madame. Je vous en prie. Vous m'avez posé la question. Je vous en prie. Je vous réponds. Est-ce que l'humanité se conjugue à géométrie variable? Est-ce que le sang qui a coulé, le sang de mes confrères journalistes qui a coulé, a une autre couleur que le sang des journalistes qui meurent ici en République démocratique du Congo, le sang des Congolais qui meurent à Beni? Est-ce que c'est différent? Je dis, je compatis et je présente aussi mes condoléances au gouvernement français. Mais je dis que ce qui s'est passé chez vous en France, ça se passe tous les jours chez nous. C'est passé pendant plus de 10 ans ici chez nous et la France semble ne rien voir. Non, là je ne suis pas d'accord avec vous. Un instant, Je vous en prie, un je vous en prie. Je dis semble ne rien voir. Pourquoi j'emploie semble ne rien voir? La France est parmi les grandes puissances membres des Nations Unies. Toutes les stratégies qu'ils mettent sur pied pour, semble-t-il, endiguer la barbarie dans l'Est ne portent pas de résultats. Mais vous allez voir, on a fait la traque aux 2 frères Kouachi, abattus, Koulibaly, abattu, une réplique énergique avec une mobilisation de 3,5 millions de personnes. L'avez déjà vu chez nous, confrères? Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale prend à bras-le-corps la situation de la République démocratique du Congo? La MONUSCO est là, Luc Mikomo. Combien d'années, madame? La MONUSCO est là. Combien d'années? Combien d'années la MONUSCO est là? Comment on n'arrive pas à nous dire qu'il y a autant de terroristes et qu'il faut autant d'hommes armés pour endiguer ces gens-là? Je sors dans de nos frontières, au Nigeria, près de 200 lycéennes prises en otage. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qu'on appelle les grandes puissances n'arrivent ni à situer précisément où ces captives se trouvent, ni à mener des actions pour les libérer. Et vous dites que il y a une justice internationale? Luc Mikomo, je pense que non, madame. Les Français ont réagi par rapport à la France. C'est leur pays. Et quelle est notre responsabilité? C'est ça là où je voulais en venir. Les Africains se plaignent tôt. Ce n'est pas aux Français de venir ici pour nous sécuriser. Ce n'est pas aux Français de venir sécuriser le Nigeria. Ce n'est pas aux Français... Dans quel état se trouvent nos forces armées aujourd'hui? Placide Kanza, moi je me pose personnellement la question. J'avais l'impression que le Nigeria avait une armée forte, une armée vraiment, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, face à Boko Haram, on voit le dégât. Mais quand la France, on tue 12 personnes, mais la France se mobilise et hop, ils mettent fin. Comment aujourd'hui, nous, les Africains, nous ne parvenons pas
à être ensemble et à mettre fin à ce chaos. C'est pas en français de le faire, il faut qu'on se le dise. Sans passion. Madame, le problème c'est que, ça c'est pas moi qui le dis, les observateurs, beaucoup l'ont souligné, nos forces armées... Quelle armée avons-nous en Afrique? Sont infiltrées de soldats de rang jusqu'au rang des officiers. Si je vous prends le cas de Laurent Kunda et de celui qui allait se rendre à la CPI, comment il s'appelle encore? Non, l'autre. Cobra Matata? Non, pas Cobra Matata, c'est lui qui est à la CPI. Ah oui, celui qu'on a conduit. Bosco Ntaganda. Ah oui. On le présentait comme un homme de la paix. Au nom de la paix, on ne pouvait pas l'arrêter parce que c'était congolais. Mais quand il arrive à la CPI, il décline son identité, c'était un Rwandais. Vous voyez à quel niveau nos forces armées sont infiltrées. Donc, on peut mener des actions de grande envergure, mais puisqu'il a dirigé des troupes, mais qui vous dit que les troupes que lui a dirigées étaient des Congolais d'origine? Il est difficile de le dire. Mais s'il avait ses frères rwandais qui lui dirigeaient et qu'ils connaissent déjà la cartographie, ils savent par quel moment et par où revenir au Congo. Mais moi, humainement parlant, j'avais compati à Charlie Hebdo, mais seulement je m'étais réservé de dire je suis Charlie. Ça, franchement, Bapou Amomba était mort, Franck Ngiki, Serge Maïché. Il y a un autre de la RTNC qui a été abattu à Goma. Robert Chamami. Voilà. Mais quelles sont les actions? Même pas. Là, je vais m'apprendre à l'UNPC. Qu'est-ce que l'UNPC fait? L'UNPC, qu'est-ce que l'UNPC fait dans tout ça? Même publier des communiqués, mobiliser des journalistes, marcher, dire non, sécuriser les journalistes. Non. Nous sommes des partenaires du gouvernement. Nous accordons la parole à tout le monde, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. C'est le travail que nous faisons. C'est de la passion. C'est ça notre vocation. On n'a pas autre chose à faire que les stylos et les crayons pour des caricaturistes. C'est ce que nous avons. Et les micros. C'est ça. Mais si aujourd'hui, nous, journalistes, ne sommes pas sécurisés et que froidement, on nous abat à tout moment, on nous arrête par n'importe quel moment et on nous interdit même d'exercer convenablement nos professions. Madame, c'est tuer la démocratie. La présence des chefs d'État africains, beaucoup se sont posé la question, qu'est-ce qu'ils sont allés faire d'ailleurs en France? Parce que chez eux, comme on dit, ils ne permettent pas aux journalistes d'exercer leur travail convenablement. On tue les journalistes chez eux sans rien faire, sans gloire après. Mais leur présence, ça se justifie pourquoi? Sur Paris dimanche, il y a eu aussi des frères Kouachi, des Guzé, des assassins de la liberté, des assassins des journalistes, des gens qui ne veulent pas que les gens parlent. Et aussi, bon, ils sont allés, on sait que c'est par compassion. Par compassion, parce que c'est depuis quand même, il y a longtemps qu'on a tué, qu'il y a eu un assassinat qui a occasionné la mort d'autant de journalistes. Par compassion. Et aussi, il ne faut pas oublier que la France est un partenaire clé pour ce qui est de la sécurité en Afrique. La France est pratiquement sur tous les fronts, au Mali, en Centrafrique, un peu partout. Mais quand vous parlez de la mobilisation, qui doit mobiliser qui? En France, le problème. Ce ne sont pas les corporations des journalistes qui ont mobilisé, non. Il y a eu une mobilisation avec François Hollande de premier plan. Il y a eu François Hollande de premier plan. Oui, ça c'est par rapport qui à la était sur tous les fronts. Non, D'abord, aussi à la mobilisation, il communiquait à tout moment. Mais ici, vous estimez que vous ne pouvez parler que quand vous estimez que vous avez plus de mots. Des mots qui ont plus de valeur que le silence. Quand il y a des choses qui se passent, vous ne dites rien. Et quand vous avez des discours à faire devant je ne sais qui, vous dites que là, il y a une sécurité, tout va bien, il n'y a pas de guerre cyclique et consort. Mais pourtant, moi, je sens qu'il y a une mobilisation. Au niveau international, les gens sont plus mobilisés sur la cause de la RDC que nous-mêmes. Il faut voir combien de personnalités ont défilé, sont allés à Goma, visiter tel camp, faire ceci, cela. Qu'est-ce que nous-mêmes on fait? Quand on a tué Chamouami, il y a eu une mobilisation. RFI en a parlé du matin, midi, soir. Qu'est-ce que nous, on a dit? Luc, mais comment est-ce que nous-mêmes, journalistes congolais, nous sommes démobilisés par rapport à ce qui arrive à nos confrères? Un peu, oui. Quelque part, oui. Mais pas sur toute la ligne. Parce que un confrère posait la question ici, c'est que fait l'UNPC. Moi, je suis très très proche des confrères qui dirigent la corporation. Je crois que nous ne sommes que plus ou moins à un an, bientôt un an. Donc, peut-être s'ils restent sur cette lancée-là, ils feront davantage mieux.
Mais ce que je déplore, moi, c'est que je n'ai pas vu la même mobilisation qu'il y a eu lorsqu'on a tué en France que lorsqu'on tue des journalistes ici. Et là, ça pose problème. Mais c'est à nos autorités de faire, la mobilisation. C'est à nous d'abord, nous-mêmes journalistes. Et là, j'embraye un peu sur le confrère. Il aurait fallu que l'UNPC mobilisât tous les journalistes, pas seulement à Kinshasa, dans toutes les provinces. Vous savez, nous sommes l'un des rares pays au monde qui a un nombre colossal, un nombre impressionnant de ceux qui se disent journalistes. Combien le sont effectivement? Combien ont ce courage de braver la peur? Vous savez, il y a un problème. Chez nous, il y a beaucoup de choses qui se font parce que nous sommes un pays à 80%, dit-on, chrétien. Si nous étions un pays islamique, musulman, beaucoup de choses ne se feraient pas. Parce que pour un musulman, mourir pour la bonne cause, c'est s'ouvrir grandement les portes du paradis. Certains musulmans ont déjà confectionné des cercueils dans leur chambre. Mais ici, un chrétien, vous confectionnez le cercueil, vous mettez là-bas, on dit c'est un sorcier. C'est ce qui nous bloque quelque part. Voilà, c'est vraiment le temps, ça a été passionnant, mais je crois que la démocratie est garantie en République démocratique du Congo parce que Web Presse passe et voilà, les journalistes s'expriment quand même avec toute leur liberté, donc coup de chapeau aussi à nos autorités par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire et quand les journalistes sont menacés, quand les journalistes tombent, je crois que l'UNPC et ceux qui nous dirigent, en tout cas, doivent se mobiliser pour qu'il y ait aussi des marches comme ça pour nous autres Africains, parce que ça donnait vraiment l'impression que les journalistes français valent mieux que les journalistes africains, que les morts français valent mieux que les morts africains, et ça fait très très mal. On a compris en tout cas les réticences de beaucoup d'Africains par rapport à cette situation, et je pense que cela a mis la puce à l'oreille à nos dirigeants, vraiment communiquer, parler quand il le faut, quand les nôtres tombent, quand les nôtres meurent, quand le sang coule dans notre pays, il faut parler, et je crois que Lambert Mende le fait à chaque occasion pour exprimer et donner le point de vue du gouvernement par rapport à telle ou telle situation. Donc merci à vous mesdames et messieurs pour votre fidélité à cette émission. Merci à Jean-Pierre Kaimbe, c'était vraiment un plaisir de te découvrir. Merci à Luc Nikomo. En tout cas, il manie avec dextérité la langue française. C'est un plaisir parce que la langue française, c'est vraiment une langue que j'adore et que j'essaie de parler avec aisance. Et merci à Placide Kanza d'Economia qui est d'une intelligence aussi rare. En tout cas, merci à vous, mesdames et messieurs, et merci à Gilles Kibambe et à Maïlo Bumba à la régie. Nous nous retrouverons avec le même plaisir le mercredi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Paulette.